merci beaucoup. Merci à tous d'être présents ce matin. L'intérêt pour nous, enfin ce matin, c'était vraiment de présenter des cas d'usage, d'être vraiment dans l'opérationnel, de montrer comment l'intelligence artificielle, elle est déjà dans nos activités quotidiennes et comment des projets réalisés apportent de la valeur à nos clients. Donc on va être trois là à intervenir. J'ai le plaisir d'intervenir. Enfin, on a le plaisir d'avoir notre collègue Koun de la société Nine Altitudes. Et puis ensuite, moi, j'interviendrai sur un sujet autour de la relation client. Et puis Pauline, avec moi présente ici, terminera sur une application d'intelligence artificielle qu'on a développée pour un de nos clients dans le secteur de la production de plantes. Avant de commencer sur nos 2 cas d'utilisation, quelques éléments sur Isatec. Isatec, c'est un groupe, historiquement, breton, mais international, maintenant, intégrateur de solutions Microsoft. Pour le dire très clairement, on intervient sur les solutions collaboratives, sur, les solutions de gestion, donc CRM, ERP, et puis aussi, toute la partie, infrastructure. Donc on est aujourd'hui, voilà, quasiment 250 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros annuel, voilà, 25 millions d'euros. Et on est présent à la fois en France sur 3 sites, également au Portugal. Donc 6 agences, comme je disais, France, Portugal principalement. Donc on a le groupe Isatec est également constitué de 3 filiales. Donc une filiale Triade qui est vraiment spécialisée sur l'ensemble des services sécurité, infrastructure, collaboratif. Inexa qui s'adresse au marché très spécifique des commissaires-priseurs. Et puis MyPartner qui est la filiale portugaise pardon, d'Isatec. Et en alliance stratégique avec le groupe Nine Altitudes, très présent sur les pays du Nord, donc Belgique, Hollande, Pays-Bas. Voilà pour une présentation du groupe Isatec. Et puis juste pour terminer, écoutez, nous on intervient à la fois sur de la dimension conseil, donc plutôt en amont des projets de transformation numérique. Donc toute cette dimension conseil, également autour de la conduite du changement, qui est un élément là par contre de démarcation chez nous, ouais, ça se dit. On va intervenir bien évidemment aussi sur les projets, sur le déploiement, sur l'intégration des nouveaux projets. Et puis également, on propose à nos clients un centre de service une fois que les projets sont démarrés pour les accompagner via de la TMA, via du support, tout au long de la vie du projet. Et puis juste pour terminer aussi sur l'écosystème Microsoft, donc qui est celui sur lequel on intervient. Donc nous, Isatec, on intègre c'est-à-dire toutes les briques, mais quand même beaucoup de briques de l'environnement Microsoft. Donc ici, en haut à gauche, on va retrouver les ERP, les 2 ERP sur lesquels on intervient, donc Finance and Operation et Business Central, donc qui sont les 2 gros ERP, les 2 principaux ERP du marché. La brique également Dynamics Sales, qui est ce qu'on appelle plus communément la brique CRM de Microsoft. On va retrouver ici sur la partie droite tous les éléments de la Power Platform. Souvent, on aime à dire que finalement, Business Central, Finance Operation et Sales sont plutôt des outils qui permettent aux organisations d'intégrer les bonnes pratiques, de respecter les bonnes pratiques standards du marché. Et les outils Power Platform permettent finalement d'adapter les spécificités métiers, de prendre en compte les spécificités métiers pour mettre en place des automatisations, des applications, des éléments de reporting qui vont être spécifiques au métier. Et puis, on va retrouver bien évidemment dans cet écosystème tout l'environnement cloud qui est celui de Microsoft, donc porté par Azure, dans lesquels on va retrouver nos briques d'intelligence artificielle et de machine learning qu'on va vous présenter juste après. Et bien évidemment également tous les outils de la suite collaborative. Donc aujourd'hui, on va parler indirectement de CRM et puis on va aussi parler finalement de Power Apps et puis également des services cognitifs qui sont portés par Azure. Même si finalement, ce qu'on va vous montrer, c'est surtout l'intégration de cet écosystème et la capacité de cet écosystème à venir piocher des briques à droite à gauche pour répondre à des problématiques métiers. Je termine sur cette introduction et c'est bon, je respecte mon timing.
Oui, merci pour l'introduction, Simon. Donc, oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je viens de la Belgique. Je pense que je suis la seule Belge dans cette réunion ce matin, je pense. Mais néanmoins, je vais faire mon mieux pour le français. Donc, comme Simon a déjà dit, on a fait une alliance stratégique avec Isatec, avec le groupe Nine Altitudes. Nine Altitudes, c'est un groupe européen pour le moment. Donc, on a des sociétés dans la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Slovénie, le Portugal aussi. Et on voulait devenir un groupe européen connu dans le monde de l'industrie en cas de transformation numérique dans l'industrie. Ça, c'est notre focus principal. Donc, ça, c'est un mot d'introduction, je pense, de Nine Altitudes. On est à peu près, je pense, avec 700 personnes dans la société. Et donc, on a un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros à peu près. Et on utilise les deux plateformes, on va voir ça dans les cas qu'on va présenter. On utilise deux plateformes principales, c'est toute la plateforme de Microsoft, ERP, CRM, mais aussi l'IoT, le IA et tout ça. Ok, Donc, sur les deux cas. Oui, c'est bien, oui. Le premier cas, c'est la maintenance prédictive, comme on a déjà un peu entendu. Donc, on ne va pas expliquer tout en détail pour le moment, mais on veut seulement indiquer que dans l'industrie, et ça peut être dans votre usine aussi, c'est quand même à ce moment vraiment faisable de faire un maintenance prédictif basé sur l'IA. Donc, on a fait cette approche dans une usine de Liebherr, c'est une société allemande, mais n'importe. Donc, on a vraiment ajouté un box, comme vous voyez ici sur le slide ici, un box IoT, parce que souvent, on a besoin de données, comme mon professeur a déjà dit, on a besoin de données pour créer un modèle IA. Si tu n'as pas de données, tu peux presque rien faire. Donc, on a souvent une relation entre IoT, donc ça veut dire collectionner des données et un modèle IA. Donc, ça, c'est le même ici. Donc, on a ajouté un petit pièce hardware dans la machine qui est connecté sur plusieurs senseurs dans la machine. Et on voit les données dans ce cas, vers ThingWorx Analytics. Ça, c'est une solution de PTC où on peut créer des modèles IA et on peut renvoyer vers cette pièce hardware, comme on appelle ici le Edge Device. Donc, le modèle IA, il se tourne local sur la machine. Donc, s'il il voit quelque chose qui n'est pas correspondant à quelque chose de normal, il va indiquer une alerte sur un écran. Et donc, ça, c'est un peu le principe que c'est souvent utilisé dans les usines. Donc, on a le maintenance réactif, proactif, mais aussi prédictif. Donc, on travaille souvent dans différentes étapes. Donc, on commence à plutôt être réactif et après proactif et après le maintenance prédictif parce qu'on a besoin de pas mal de données pour créer un modèle IA. Donc, ça, c'était le premier exemple que je pourrais montrer. Donc, on a fait cette petit exemple, je pense, dans une dizaine de jours. Si on a les données, c'est vraiment possible de créer un modèle quand même rapide. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais partager, Simon. Oui, la deuxième exemple, c'est plutôt dans le monde de l'agriculture. Que je pense que c'est intéressant, c'est le IoT, parce que j'ai déjà dit que c'est souvent lié l'un à l'autre avec l'IA, au service de la récolte de lin et le chanvre même, mais aussi dans les autres choses comme pommes de terre ou des choses comme ça. Donc, on voit de plus en plus l'intégration de IA dans ce type de machine. Maintenant, c'est un exemple avec une machine qui est sur le champ. On voit ici la photo en bas quelque part. Et on voit aussi l'application IoT ici sur l'écran. Mais les deux choses où on utilise les IA dans les machineries agriculteurs, c'est plutôt dans la vision sur les machines, parce qu'on a de plus en plus de problèmes à trouver des personnes qui peuvent vraiment rouler avec des machines quand même technologiques, parce que les machines d'aujourd'hui dans l'agriculture ne sont pas les machines mécaniques
qu'il y avait dans 30 ans. Donc, maintenant, c'est vraiment électronique avec beaucoup de sensorique et tout ça. Donc, on a besoin des caméras dans la machine, autour de la machine, pour voir ce qui se passe. Et on a aussi besoin d'un modèle IA sur la machine pour reconnaître des choses s'il n'y a pas des choses qui ne font pas très bien et qui peuvent être corrigées par le chauffeur ou même à la fin par la machine lui-même pour être vraiment semi-autonome. Ça, c'est la première cas. Et la deuxième cas, c'est vraiment aussi utiliser l'IA pour regarder ce qu'on fait comme rendement, parce qu'on a pas mal de données dans le monde de l'agriculture, parce qu'on est vraiment dans le champ, on a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le rendement d'une certaine récolte. Donc, pour traiter toutes ces données, on a aussi créé un modèle IA pour donner un peu d'insight, pour donner un peu de vue, quels sont les facteurs les plus importants pour optimaliser votre récolte, par exemple. Ce sont deux exemples aussi où on a l'IA pour aider l'utilisateur ici dans la machine, mais aussi pour la récolte optimalisée dans le monde de l'agriculture. Et si ça se fait avec la plateforme Microsoft, où vous avez aussi des solutions, des modèles IA qui peuvent être utilisés pour construire votre solution générique. Donc, ça, c'est les deux exemples que je voudrais montrer de la part de la Belgique, Simon. Et là, tu disais, Koen, sur ce cas précis, là, dans la récolte de lin, ça permet de faire en sorte que chaque balle de la récolte est géolocalisée et donc cette information est transmise. Oui, ça c'est plutôt le IoT, oui, mais c'est aussi très important parce que vous avez besoin de données pour créer un modèle IA. Donc, si vous envoyez les données, on peut utiliser les mêmes données pour faire d'autres choses. Donc, comme l'IoT, si on connaît les balles précises et l'allocation, on peut optimaliser le transport, le logiciel et tout ça. Donc, ça aide aussi. Donc, tout ça est ensemble. C'est pour ça que je dis IoT et IA ensemble. C'est vraiment quelque chose de très puissant pour l'agriculture et très nécessaire aussi pour optimaliser le rendement. Ok. Merci, merci Koen pour ces deux cas très concrets. Je vais reprendre la parole et enchaîner sur notre troisième cas. C'est celui d'un service de relation client. On l'a intitulé l'IA sur étagère, au sens où ici finalement, pour ce client, alors qui n'est pas directement dans le secteur agroalimentaire, mais c'est un service client, donc c'est finalement très standard. Et là, ce qui nous avait paru extrêmement intéressant, surtout pour ce client, c'est les volumétries. On est sur un client qui traite, qui possède en fait 350 magasins dans 11 pays européens et qui traite jusqu'à 3000 demandes clients par jour. Donc, mon service client, c'est relativement standard et similaire d'une organisation à une autre. Et donc, pour ce client, l'idée, ça a été d'utiliser ce qu'on appelle de l'IA sur étagère, où finalement, on va prendre des algorithmes qui sont disponibles, enrichis et poussés par Microsoft et mis à disposition au travers des solutions Microsoft. Donc là, en l'occurrence, on est sur une brique d'intelligence artificielle qui est directement accessible depuis l'environnement CRM et plus précisément ce qu'on appelle la brique, l'application Customer Service de CRM, c'est-à-dire la brique applicative fonctionnelle dédiée au pilotage finalement de centres d'appel pour le suivi de la relation client. Avant de rentrer dans le détail de ce projet, les objectifs pour ce client, donc je le rappelle, c'est un des leaders européens ici de l'aménagement de la maison, tout simplement. C'était surtout de pouvoir permettre aux agents, donc qui traitent 3000 demandes par jour, ça commence à être déjà un bon volume, de pouvoir traiter plus en quantité, mais surtout en qualité, de pouvoir mieux traiter les demandes pour mieux satisfaire les clients, pour développer la fidélité client et faire en sorte qu'un maximum de requêtes clients se terminent par une bonne expérience.
pas forcément une réponse dans l'immédiat d'ailleurs, hein, on se rend compte que c'est pas toujours, lié forcément. C'est pas forcément apporter une réponse, positive ou répondre à la demande, mais c'est en tout cas, faire vivre une expérience, positive qui fait qu'au final, bah, le client reste attaché à la marque et a le sentiment d'avoir vécu une bonne expérience. Donc ça, c'était un des objectifs, voilà, permettre aux agents de traiter plus qualitativement de demandes, être également dans une logique, d'amélioration continue. On se rend compte que traiter, heu, des centaines, une centaine de demandes par jour au téléphone, c'est une charge, énorme. C'est un vrai job, c'est un vrai savoir-faire et donc il faut là aussi, dans une logique d'amélioration continue, bah, pouvoir identifier ce qui marche pas sur une approche empirique et c'est là où en fait une brique, CRM orientée sur le service client, bah, permet de récolter, un maximum, d'insights, désolé pour l'anglicisme, de données finalement, sur lesquelles on va pouvoir identifier, bah, lesquelles participent ou non à cette amélioration continue. Identifier par exemple, bah, quel est l'agent qui va avoir les meilleurs résultats et puis, bah, s'inspirer de ses méthodes de ses méthodes et de son savoir-faire pour le partager auprès des autres collaborateurs. Donc ça, c'était le troisième objectif qui était d'identifier les meilleures pratiques. Et puis bah, les deux derniers, disposer d'indicateurs et piloter la satisfaction client. Je viens de les expliquer. Donc là, c'est pour le contexte et sur les objectifs. Globalement, comment on est venu se recentrer? Ah oui, je n'ai pas précisé, ici le call center, hein, qui est réparti sur différents pays européens regroupe à peu près 350 utilisateurs de la plateforme, CRM, de gestion de la relation client. Donc comment, s'articule finalement ce service? Bon, on l'a représenté ici assez sommairement. Le client du magasin prend contact, enfin le client dont on l'agence d'ailleurs, c'est pas que des clients magasins d'ailleurs, prend contact, avec le service client par, bah, le canal de son choix, que ce soit, du téléphone, du chat ou du courrier. Ces, demandes sont, regroupées, par la plateforme, CRM et ici, on va faire appel alors il y a plusieurs algorithmes, hein, plusieurs briques d'intelligence artificielle qui peuvent être sélectionnées sur étagère, comme on le disait tout à l'heure. La première, et c'est celle qu'on va vous montrer juste après, c'est un premier, enfin 2 algorithmes même qui sont imbriqués pour le traitement du canal voix, qui vont être un algorithme d'analyse de sentiments et un algorithme également de transcription speech to text. C'est-à-dire que cet algorithme speech to text, il fait quoi? Il prend, bah, la discussion, orale tout simplement et il vient la transformer en écrit. Donc ça veut dire pas besoin pour l'opérateur, pour l'agent de prendre des notes finalement, toute la discussion est automatiquement et directement retranscrite en écrit, ce qui va ensuite va avoir un certain nombre d'avantages, notamment sur de la recherche, plein texte ou sur de l'analyse, a posteriori. Donc ça, c'est ce qu'on va montrer tout à l'heure. Heu, Ça va permettre donc de traiter cette demande et ensuite on a aussi, c'est ce qu'on a voulu représenter ici au travers du point d'interrogation, c'est qu'on peut aussi mettre en place des algorithmes qui vont pouvoir orienter en fonction de différents critères qui peuvent être, par exemple, la compétence des agents en fonction du type de demande ou bien la disponibilité aussi des équipes, mais la langue aussi, hein, tout simplement. Enfin bref, on peut comme ça créer des systèmes intelligents qui vont, en fonction des critères qu'on a définis, orienter, la demande du client vers le, bon agent, celui qui va être en capacité de répondre, dans les meilleurs délais et de la façon la plus qualitative, possible. Donc ça, c'est ce qui est traité au niveau du service client. Et puis, on vous montrera également un troisième, même quatrième, un quatrième algorithme, qui lui se charge d'analyser a posteriori la discussion. Donc ça, c'est très utile et c'est vraiment plébiscité par les centres d'appel sur, bah, pour les démarches d'amélioration continue, c'est-à-dire que ces algorithmes-là vont vraiment produire tout un tas d'insights, tout un tas de data qui vont permettre de mesurer, l'amélioration continue et de suivre la performance, des équipes. Donc je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans les éléments. On va commencer par une capture d'écran
tout simplement de l'interface telle qu'elle est proposée, de l'interface de travail hein, des agents. Je vous montrerai juste après hein, la version dynamique. Comment ici se répartit finalement l'interface de l'agent quand il reçoit un appel, ou que ce soit d'ailleurs, c'est la même chose hein, si on est sur une fenêtre de chat, par exemple, qui va être initiée au travers d'un site web, on va avoir un petit message, un warning qui dit à l'agent utilisateur, attention, vous avez un appel entrant, est-ce que vous souhaitez le prendre? Donc là, on voit qu'on a un appel avec ce client ici, MyGibbs, ici, sur lequel on est sur de la discussion. Donc là, on voit directement la transcription de la discussion en identifiant bien, en fonction de ce que dit l'agent et ce que dit le client, les échanges. On a également, je vous parlais tout à l'heure de l'algorithme qui fait l'analyse de sentiments. En haut, on voit qu'on est quand même plutôt sur une note positive. Hein. Bon, on voit aussi que le client commence par dire qu'il va bien et qu'il a simplement une question sur sa montre cassée. Et puis donc ça c'est vraiment la transcription finalement ici à droite, à gauche pardon, de la discussion. Et puis sur la partie droite, on va retrouver toutes les informations qui vont permettre à l'agent de bien traiter et de bien répondre les demandes du client. Donc ici on retrouve par exemple, là c'est les éléments tels qu'ils sont paramétrés, mais bien évidemment toutes ces choses-là elles sont transformables, adaptables. Les informations du client, on va retrouver l'historique également des conversations. On va retrouver aussi les demandes, les dernières demandes que ce client a émis. Donc ça, le système va automatiquement retrouver l'historique des demandes de ce client. Et puis, on va retrouver aussi, là, sur la droite, en fait, encore un autre système intelligent qui va rechercher les cas et les articles de la base de connaissances relatifs à cette problématique d'écran de montre qui flickering, même qui clignote. Donc là, on voit ici qu'on a un Smart Assist sur la partie droite qui propose automatiquement, en fonction de l'analyse de ce qu'a dit le client, et donc lorsqu'il dit surtout ces mots-clés, hein, que l'écran de sa montre a un problème, on voit ici que l'outil de Smart Assist remonte tout un ensemble d'articles avec ces mots-clés qui vont être présents dans les éléments. Donc ça, c'est le premier élément qui est finalement l'interface de traitement des demandes. Et puis ensuite, on a, ça aussi je vais vous le montrer en live juste après, toute la partie enregistrement des conversations qui permet, une fois que la conversation est terminée avec le client, de rejouer le scénario, d'identifier également des statistiques telles que le rythme, le débit, aussi bien de l'agent que du client. Est-ce que c'est un client qui monopolise la parole? Est-ce que c'est un agent qui monopolise la parole? Quel est le rythme, le débit, les temps morts également de la discussion. Donc, tout ça, ce sont des statistiques qui sont utilisées pour mesurer finalement la performance ou non du service client. Bon, j'en termine avec mes écrans et on va passer sur l'interface. Donc là, j'ai ouvert mon interface CRM sur mon service client. Et en fait, je vais simuler un appel entrant à mon service client. OK, bon. J'ai appelé mon numéro de téléphone du service client et vous voyez que là, j'ai une petite fenêtre où j'ai une demande d'appel vocal de Marlène. Alors, j'espère que je ne vais pas générer trop d'écho, mais logiquement, I have to speak in English. Désolé pour l'écho. Donc, voilà, on voit bien que l'algorithme ici de transcription a bien repris ma discussion. Bon, désolé pour mon accent anglais qui est pas extra. Et là, on est sur une version de démo. Bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, on n'allait pas vous montrer ce qui a été fait pour notre client.
Mais donc, voilà, l'idée, c'est qu'on a en fait directement dans notre environnement CRM la prise en compte du canal voix, son paramétrage. On peut en paramétrer un standard téléphonique pour dire, pour orienter la demande du client si c'est relatif, je sais pas, à une commande, à un produit ou autre. Donc tout ça, ce sont des choses maintenant qu'on retrouve directement dans l'écosystème Azure. Et donc là, on voit la transcription qui s'est mise en place, l'analyse, bon, qui est restée sur neutre parce que j'ai pas eu le temps de dire pour des soucis de Larsen quoi que ce soit de positif ou de négatif. Et donc on va retrouver ici l'ouverture de fiches où il va automatiquement retrouver le contact à partir du numéro d'appel et donc m'afficher l'historique des échanges. Une fois que j'ai eu cette conversation, je vais pouvoir également, là je dirais avec la casquette du manager, du responsable d'équipe, aller sur ce qu'on appelle l'application Sales Insight qui a pour vocation d'agréger et de produire des données sur les interactions que vous avez pu avoir avec vos clients. Et donc, ici, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur l'ensemble de notre équipe, donc qui va être, admettons, les 350 conseillers du pôle, sur les différentes laps de temps, je vais pouvoir identifier quels sont mes meilleurs membres, quelles sont les bonnes pratiques, quel est également le sentiment général des clients à partir du nombre d'appels donnés sur la période indiquée, de l'avoir également pour chacun des membres de mon équipe commerciale. Je vais pouvoir également automatiquement pouvoir dans le temps identifier comment se répartit ce sentiment à partir des verbatims poussés par les clients. On va retrouver aussi donc tout un ensemble de stats qui sont générés automatiquement. Donc ici, à partir de la voix, mais ça peut être aussi à partir d'un système de chat par écrit, sur donc le ratio du temps de parole d'écoute, la vitesse d'élocution avec le nombre de mots par minute, le basculement par appel, qui peut être le laps de temps entre lequel un support niveau 1 va passer l'appel à un support niveau 2. Les pauses également, et puis les monologues clients les plus longs. Donc, ce qui veut dire aussi qui correspond aussi au temps d'écoute finalement de l'agent. Là, l'idée aussi, c'est de pouvoir s'appuyer sur de la recherche là-dessus, et on se rend compte, c'est souvent quelque chose qui est parfois un peu oublié par les services clients, c'est finalement le temps d'écoute et l'importance de l'écoute des demandes des clients, même s'il y a une pression pour traiter le plus de demandes possible, on se rend compte, c'est un peu contradictoire finalement, que plus on va laisser parler un client, plus on va laisser exprimer son problème, ses sentiments, son ressenti, plus on a de chance aussi de susciter chez lui au final un sentiment positif ou un sentiment de satisfaction. Donc ça, on les a de façon très macro. Et puis, on peut les retrouver aussi en détail pour chaque vendeur. Donc ici, je prends un autre vendeur qui est Allen, par exemple. Là, je vais avoir ses stats uniquement pour lui et plus pour l'ensemble de mon équipe. Et puis, on va pouvoir aussi, ici, donc j'ai tout l'historique des appels qu'il a pu traiter avec les clients et les cas concernés. Et puis, on va pouvoir également rejouer l'ensemble de l'enregistrement de la discussion en identifiant, donc là, c'est un peu avec la casquette du manager, de pouvoir reprendre tout l'historique, identifier ce qui s'est dit, identifier peut-être les moments de tension, rejouer le scénario sur la discussion qui s'est faite, et puis dire aussi, tiens, peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais dû parler de ça, ou là, c'était le bon moment pour faire appel à un collègue, ou ainsi de suite. Donc là aussi, en termes d'amélioration continue, on est sur des outils qui nous permettent vraiment de piloter et d'analyser dans le détail les interactions vocales qui ont été réalisées avec les clients. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Pauline pour là, un autre cas où on n'est pas venu utiliser finalement de l'IA sur étagère, mais on est venu au contraire construire. Alors, voilà, tout simplement. Ici, vraiment une IA sur mesure pour un de nos clients.
Pauline, je te laisse. Oui, merci Simon. Du coup, dans ce deuxième cas d'usage, on va vraiment adapter nos modèles d'intelligence artificielle à nos cas métiers. Donc, avec cet exemple où on s'intéresse à un leader français de la production de plantes, à destination à la fois des professionnels et des jardineries. Donc, notre exemple, ce leader français, il produit en moyenne 7 millions de pots à l'année sur 6 sites de production. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est toute la complexité qu'on va avoir de la production des plantes à leur distribution. Donc, d'abord, on va faire face à un certain nombre de délais entre le moment où on va planter une graine et le moment où la plante va être mature. Délais qui peuvent varier en fonction notamment de la météo ou de la qualité de la terre. Ensuite, il va y avoir des délais de distribution de notre plante. On ne va pas pouvoir la garder très longtemps et il va falloir qu'elle soit distribuée très vite. Donc, tous ces délais rendent complexe tout le processus de production de plantes et de distribution. Et c'est là que l'intelligence artificielle va intervenir pour nous aider et nous accompagner dans ces processus. Donc, par exemple, on va vouloir accompagner les nouvelles recrues et les intérimaires pendant les pics d'activité. Donc, c'est ici où on va créer un modèle prédictif d'intelligence artificielle qui va nous prédire le nombre de graines à planter par jour en fonction de différentes données qu'on aura récoltées, comme la météo, le nombre de graines en stock, le nombre de plantes qu'on a aussi en stock, ou la demande client. On va pouvoir, avec l'intelligence artificielle, ajuster notre production en temps réel et optimiser nos rotations de stock, à la fois de graines et de plantes. Du coup, après, on va montrer comment notre modèle, on l'a construit et comment on va le mettre à disposition de nos agents. Je te laisse passer à la salle suivante. Donc d'abord, il faut choisir notre algorithme. Microsoft nous met à disposition un certain nombre de modèles. À la fois, certains modèles sont prêts à l'emploi, comme extraire des informations de documents ou analyser les sentiments, comme on l'a vu précédemment. Sentiments, ouais. Ou la première ligne, on va voir tout ce qui est extraire des informations de documents, de factures, de cartes d'identité. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser nos propres modèles avec nos données. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser un modèle prédictif qui va nous permettre de prédire des résultats à partir de nos propres données. Donc là, l'idée, c'est d'imaginer, si on repense à un intérimaire qui a rejoint cette entreprise de plantes, de l'aider à partir de l'historique des années passées, de l'aider à savoir ce qu'il doit faire au quotidien. Du coup, on a choisi notre algorithme. Maintenant, on n'a plus qu'à construire notre modèle à partir de nos données et de le mettre à disposition. Donc, pour cela, on a fait un schéma qui explique comment on a construit notre modèle. Donc, première étape, on prend notre modèle prédictif et on va le personnaliser avec nos propres données. Donc, d'abord, il faut récupérer une base de données client qui est assez grande afin d'avoir un modèle fiable. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante et aussi la plus longue de récupérer toutes ces données du client qui s'étalent sur une grande période. On ne peut pas commencer un projet d'intelligence artificielle si on n'a pas de données au préalable. Juste un petit point, non, je me rends compte, là on a mis base de données clients. En fait, il faut comprendre, alors c'est pas la base de données sur des clients, mais c'est finalement la base de données de production de notre client à nous. Je me rends compte que le terme est peut-être pas un peu trop auto-centré. Donc ici, c'est vraiment l'historique finalement de X années de production des différentes plantes avec tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui ont une incidence sur la production des plantes. Du coup, les paramètres, par exemple, ça va être le nombre de graines qu'on a en stock au jour le jour, le nombre de plantes qu'on a produit, la météo, la demande client par jour, par saison, par exemple, ici. Ensuite, deuxième étape, on choisit notre valeur à prédire. Donc, on a décidé de prédire le nombre de graines au jour le jour, donc en fonction de la date. Donc, notre valeur à prédire ici, c'est notre nombre de graines à planter. Et à partir de toutes ces données,
on va entraîner notre modèle d'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir le récupérer. Donc, on récupère notre modèle. Et après, ce modèle, il va falloir le mettre à disposition de nos agents. Donc, pour ça, on a décidé de créer une application mobile où ils vont pouvoir renseigner juste une date et obtenir la valeur de graines à planter. Donc, l'application mobile, elle va envoyer des données à notre modèle qui va lui retourner la valeur qui est le nombre de graines à planter et qui va s'afficher sur notre application mobile. Notre agent, notre nouvelle recrue ou l'intérimaire n'aura plus qu'à renseigner la date sur l'application. Donc pour la suite, on va vous montrer le POC qu'on a fait pour cette application mobile. Donc d'abord, on peut vous présenter le modèle qui a été créé. Donc ça, c'est le modèle qu'on a créé pour notre exemple. Donc on a renseigné des données, de la demande client sur un an, en fonction des dates de l'année, en fonction du stock de plantes, aussi un peu de la météo, donc le vent, la précipitation par exemple. Donc sur notre fiche résumée de notre modèle, on peut voir à gauche la performance, donc savoir s'il va être fiable ou non, en fonction du nombre de données qu'on a renseignées. Si on n'a pas assez de valeurs, de données de demande client d'historique, on ne va pas pouvoir avoir un modèle fiable. Ici, on a renseigné assez de valeurs pour qu'on puisse avoir des données cohérentes. Donc, on a un modèle performance A. Ensuite, au milieu, on va avoir les données qui influencent le plus, donc notre nombre de graines à planter. On peut voir que ça dépend en grande partie de la demande client, du stock qu'on va avoir de plantes qui seront matures et un peu de la météo. Et ensuite, ce modèle, on va pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans notre application mobile. Donc, on va pouvoir vous présenter. Voilà. Donc, la nouvelle recrue, par exemple, elle va arriver sur son téléphone, sur son application mobile. Je peux faire retour. Oui, pardon. Arriver sur l'écran d'accueil, voilà, c'est un peu mieux. Elle va pouvoir choisir quelle plante qu'elle a à sa charge. Donc, une plante grimpante, elle n'a pas le choix. Voilà. Ici, c'est pour l'exemple, on n'a pas détaillé chaque type de plante, mais on pourrait avoir une liste de plantes différentes où elle devrait choisir quelle plante et quelle graine elle va planter. Donc ici, elle a choisi sa plante, elle n'a plus qu'à renseigner une date, par exemple en mars, ou peu importe. Ou peu importe la date. Ouais. Allez, 23 mars. Voilà. Son application va lui afficher quelques données. Donc les graines qu'ils ont en stock aujourd'hui et la demande client qu'elle va avoir à satisfaire. Elle aura juste un bouton prédire le nombre de graines qui va pouvoir permettre l'affichage de ce nombre. Donc ici 33 pour une demande client de 200 plantes et avec 70 graines en stock. Donc cette application, on l'a créée sur Power Apps avec un principe de low code, no code, donc qui est assez simple à créer. Je peux montrer l'interface. Donc là, c'est en plus une application pour mobile, quoi. Oui, sur son Une application téléphone. smartphone. Voilà, on peut renseigner assez facilement, rajouter des champs texte, des champs de date de sélection ou afficher des valeurs, comme on a choisi la demande client ou les graines en stock. Mais on aurait pu très bien avoir choisi d'afficher la météo d'aujourd'hui pour que la personne sache dans quelles circonstances elle va planter sa graine, par exemple. Et ensuite, la partie la plus complexe de la création de cette application, ça va être de récupérer les données de notre modèle d'intelligence artificielle. Sinon, ça peut paraître très simple de créer une application mobile et très accessible, sans ligne de code, sans besoin de compétences particulières. Et en même temps, quand tu dis complexe, comme on reste dans l'environnement voilà, on est sur le même tenant, on est sur le même environnement, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se réidentifier. Donc même si on dit que c'est la partie complexe, au final, ça reste quand même très simple de venir récupérer le résultat du modèle prédictif pour l'intégrer ici dans l'application. Merci. Et donc, en conclusion, voilà, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est que on est dans un contexte aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, on a du fait de
présence des outils numériques, de la donnée à profusion. Et donc, cette donnée qui est disponible aujourd'hui, elle peut aussi du coup, être exploitée et venir apporter de la valeur pour les organisations. L'autre point aussi, là, ce qu'on espère avoir réussi à vous montrer ou démontrer, c'est que, en fait, ces technologies, ces systèmes qui sont pourtant complexes, qui peuvent paraître complexes, comme l'intelligence artificielle, on peut assez facilement les personnaliser et les adapter assez rapidement pour qu'ils correspondent aux besoins et aux problématiques métiers qu'on peut rencontrer tous les jours. Là, par exemple, sur le deuxième cas, accompagner des intérimaires qui viennent pour quelques jours donner un coup de main sur une tâche qui est finalement pas si évidente que ça. Et donc d'avoir une intelligence artificielle qui les aide à prendre la bonne décision, ça peut être quand même un plus. Donc ça, c'est les points qui sont aujourd'hui disponibles et positifs. Bon, à côté de ça, il y a quand même des points de vigilance sur lesquels il faut rester. Déjà, c'est l'importance d'avoir une problématique métier. Je dirais que c'est peut-être même le principal sujet. Faire de l'IA pour faire de l'IA, on peut, mais est-ce que ça va créer de la valeur? C'est pas évident. L'important, c'est vraiment de bien définir sa problématique métier. Et d'ailleurs, si on est aussi en termes de méthode, souvent on pense finalement un projet IA, c'est comme un projet informatique. Non, non, du tout, du tout. C'est même plutôt de s'inspirer de ce qu'on va faire du côté des méthodes itératives ou de l'amélioration continue en se disant commençons par identifier une problématique métier extrêmement simple, extrêmement réduite, qu'on va venir résoudre dans un premier temps et qu'ensuite on va pouvoir améliorer au travers d'une logique d'exploration et d'exploitation successive des données, des nouvelles problématiques qui auront été créées. Et puis le dernier point, qui est quand même essentiel, c'est celui de la gouvernance des data, c'est-à-dire que tout ça, si on n'a pas des données qui sont propres, qui sont qualifiées, qui sont disponibles, qui sont standardisées, ça ne marche pas ou ça risque de très mal marcher. Et je terminerai là-dessus. Je vous propose de s'en tenir là. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée.